Bonjour. Nous recevons aujourd'hui avec plaisir Dominique de Montvalon, que nous voyons souvent ici sur cette antenne. Bonjour Bernard. Nous sommes très heureux de vous recevoir et surprise extraordinaire à la suite de ce premier tour des élections législatives. Et quel est votre sentiment? Est-ce que c'est un grave échec pour le président Macron? C'est un échec sérieux. Je dirais qu'en voyant les résultats et en commençant à les analyser, je suis un peu ou beaucoup sidéré. Alors, entendons-nous, l'abstention, on s'y attendait. Sur ce plan-là, les sondeurs, qui sont parfois égarés, Très forte, hein, très forte. ne se sont pas trompés. Oui, mais c'est une abstention très forte qui a même un caractère historique. Ça pose quand même beaucoup de problèmes. Je noterai d'ailleurs, si vous permettez, sur l'abstention proportionnellement a été moins forte, à voir certains résultats, notamment à Paris, mais pas seulement à Paris, a été moins forte dans les rangs de l'extrême gauche et des, entre guillemets, des bobos, que chez l'ensemble des Français, toutes catégories confondues, qui ne sont pas allés aux urnes. Alors le résultat, il est effectivement, enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens, il est sidérant. Parce que j'ai baroudé comme journaliste politique depuis longtemps, mais j'avoue que je ne m'attendais pas au paysage qui sort de ce premier tour. Attention, quand on dit premier tour, ça veut dire qu'il y a un second et que le second peut amplifier le premier tour ou le corriger. Hein. Les deux hypothèses sont plausibles. Alors, quel résultat est sidérant? C'est la performance, j'emploie volontairement un mot du vocabulaire sportif, la performance du camarade Mélenchon. Je ne pensais pas qu'il était capable d'imaginer cette espèce de construction baroque et pleine de contradictions qu'il appelle NUPES, dans lequel se regroupe toute une série de gens, ses amis d'abord, mais toute une série de gens, des écolos, qui étaient d'ailleurs assez proches de lui par bien des aspects depuis un bon bout de temps, mais aussi une partie des socialistes, enfin de ce qui reste des socialistes, qui sont allés là gentiment, en ne se posant pas beaucoup de questions sur le programme, le projet, les... Oui, parce qu'il y a un programme absolument incroyable. Alors, je trouve quand même que tout ça est quand même assez sidérant. Et si jamais, c'est l'une des deux cas de figure, si jamais il y aura de toute façon une très belle performance en traduction de siège pour Jean-Luc Mélenchon. Mais si jamais ce premier tour était amplifié pour lui, entendons-nous, il a demandé aux électeurs de l'élire Premier ministre. Et non seulement ce concept n'a pas de sens, c'est un concept un peu amusant, bon, mais, et qui permet de retenir l'attention de tout le monde, mais ce concept n'a pas de sens, mais il ne sera pas Premier ministre demain. Mais il peut marquer des points. Et si jamais il marquait des points, cela pèserait encore plus que ça ne pèse déjà au lendemain du premier tour sur l'horizon politique. Je suis sidéré parce que, en plus, vous voyez, j'ajoute juste ça, je ne comprends pas qu'il n'y ait personne en face. Et je ne comprends pas qu'il y ait... Alors d'abord... Macron était tout à fait absent pendant cette campagne. Macron était très en retrait, alors certes occupé par des choses qui ne sont pas secondaires, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie et l'état de l'Europe. Et il y a des enjeux qui sont très forts. Je ne dis pas qu'ils ont été inventés, etc. Mais il n'était du coup pas très présent, il est du coup pas très présent, mais qui le relaie ? Mais qui le relaie? Ça me frappe. Est-ce que c'était... Je suis journaliste et je fais un peu le fanfaron en disant ça, mais je le dis sincèrement, que je pense relayer le point de vue de beaucoup. Est-ce que c'était une si bonne idée que ça de choisir Elisabeth Borne comme Premier ministre? Elle va être élue à Vire, dans le Calvados. Bon, c'est la première fois, mais ce n'est pas une politique, c'est vérifié. Elle a des traits de caractère, de tempérament et de parcours qui sont intéressants, que les Français apprennent à connaître. Mais enfin, c'est pas une personnalité charismatique. Elle fait pas le poids. Oui, et il n'y a pas qu'Elisabeth Borne. Qui parle en face de Mélenchon? Au moment où nous parlons, Bernard, c'est-à-dire une fois que dimanche soir et puis ce lundi, on a commencé à entendre à connaître tous les résultats et puis du premier tour et à entendre les réactions des uns et des autres, c'est Mélenchon. Je force un peu le trait, mais c'est comme ça. C'est Mélenchon. Et un Mélenchon dont on croyait l'avenir derrière lui, mais enfin,
il est fanfaron, Il a plusieurs visages aussi. Il en fait des tonnes, il a plusieurs visages. Et puis d'ailleurs, ce qui est frappant, quand c'est un homme qui est capable d'être brutal, qui est capable d'être violent, qui est par certains côtés caractériel, mais quand les vents lui sont favorables, ou quand il croit que les vents lui sont favorables, il devient d'une roublardise incroyable et il devient séducteur. C'est pour ceux qui ont envie d'être séduits. Mais il a quand même des résultats qui sont étonnants. En première approximation, on verra, il devrait au minimum avoir 130 à 140 députés. Oui, peut-être même jusqu'à 200. Si... Oui, non, au minimum, vous avez raison. C'est sidérant. Et quand on voit le programme qui est le sien, en termes économiques, en termes de fiscalité, je vais être très diplomate, en recul par rapport à nos engagements européens, et même le côté poutinien, bien qu'il s'en défende aujourd'hui, du camarade Mélenchon, c'est quand même hallucinant. Enfin, il y a quelque chose d'étrange qui vient de se produire. Je ne sais pas, peut-être les Français corrigeront, confirmeront ou éventuellement amplifieront, je ne crois pas, mais c'est bizarre. C'est très bizarre. On va passer en revue différentes personnalités. Oui. Donc on a parlé de Mélenchon. Et qu'en est-il alors du principal intéressé, c'est-à-dire Emmanuel Macron? Vous avez dit, bon, il était occupé par la guerre en Ukraine, la présidence ça, c'est un constat, de l'Union européenne. Je l'admets. Mais qu'est-ce qui lui a pris, en quelque sorte, de s'effacer à ce point? On a l'impression qu'il Et il a donné le sentiment de s'effacer. C'est un constat, je le partage, mais aussi d'hésiter sur la stratégie, sur l'analyse qu'il pouvait vendre à ses amis et vendre aux Français. Alors, moi, je pense qu'il y a deux hypothèses. La première, deux bouts d'hypothèses, ce n'est pas des justifications. La première, c'est qu'il a tout simplement sous-estimé le défi que représentaient ces élections législatives et par ailleurs le surgissement d'un Mélenchon, on ne va pas y revenir 18 000 fois. Mais enfin, l'état de la société française. Donc oui, et l'État, vous savez, il a sous-estimé ça et il a semblé considérer, conformément à une logique qu'on connaît durant la Ve République, qu'en quelque sorte, ça a été dit tant et tant avant ce premier tour, et c'est démenti aujourd'hui, que les Français, ils avaient fait le choix d'un président, donc reconduit, et qu'après, ils allaient lui donner une majorité. On verra. Peut-être qu'au bout du compte, ce sera peut-être le cas. Mais il a donc... Alors, première hypothèse, premier bout d'explication, il a sous-estimé la chose, et en tout cas, il n'a pas perçu les contradictions et l'explosivité de la situation française telle qu'elle... Alors, la deuxième chose, c'est que il a peut-être du mal aujourd'hui à combiner son aile droite et son aile gauche. Ça force un peu dans la tradition des centristes qui ne sont jamais arrivés au pouvoir, mais enfin qui ont participé au pouvoir sur la Ve République, c'est d'être à la fois d'un côté et de l'autre. Je ne parle pas des ralliements, des choses comme ça. Et on a l'impression que, vous voyez, il a failli prendre une première ministre, on le sait, qui était une femme issue des Républicains. Il a changé sous la pression de certains au dernier moment. Enfin, j'arrête, on ne va pas rentrer dans des considérations trop étroites et trop qui seraient un peu minables au bout du compte. Mais quand même, il a, alors, considéré que je mets ça avec des guillemets, il a un peu perdu... il a égaré son bâton de magicien. Alors, certains hurleront, m'entendre dire ça, c'est pas un magicien, il n'a jamais eu de bâton de... Mais je dis ça comme une image. Il a perdu la main. Là, il a perdu la main, voilà. Pour le dire, on va éviter le magicien. Il donne le sentiment d'avoir perdu la main. Alors, je ne sais pas, il reste 3-4 jours avant le second tour. Est-ce qu'il va se passer quelque chose mais il y a une frustration chez ceux qui l'approuvent ou qui le rallient ou qui finalement... Qui ont voté pour lui. Ou qui vont voter pour lui même au second tour par anti-mélenchonisme, si je puis dire, etc. Vous rappelez l'histoire, le grand épisode, si on reprend depuis la campagne présidentielle, c'était la réforme des retraites. Alors, on n'en parlait pas, on l'a considérée comme importante, il a commencé à laisser entendre que 65 ans, puis peut-être 64, et puis depuis, on ne sait pas où on en est. C'est quand même bizarre. Non,
J'avoue que je me pose des questions et que je pense que nous avons raison d'évoquer ça comme un des éléments du trouble français actuel. Alors il y a une autre personnalité intrigante, c'est celle d'Éric Zemmour, parce que là, il était parti comme une fusée et il a fait pchit, comme disait Chirac. Oui. Oui, c'est il avait incompréhensible. pensé, c'était rabaisser beaucoup ses ambitions. Il avait pensé, Éric Zemmour, pouvoir être élu être au second tour, en tout cas. Saint-Tropez dans le Var. Et puis, il est même pas au second tour. Donc, je pense... Non, est-ce qu'il y a une explication matérielle ou c'est psychologique? Non, c'est ni psychologique, parce qu'il a de la détermination et de la combativité, matérielle non plus. Je pense qu'il doit s'interroger. Je n'ai pas la réponse là. Ouais, il doit s'interroger parce qu'il y a un contraste énorme entre les certitudes qu'il affichait et parfois avec sa forme de talent. Il a quand même dit, il y a seulement 3 mois, je serai ou le prochain président de la République ou le chef de l'opposition. Alors, ces vantardises sont classiques chez presque tout le monde dans une campagne électorale, mais ça montre quand même, je le cite, non pas pour l'enfoncer en quelque sorte, parce que ce ne serait pas convenable, puisqu'il a été battu, là, bon, maintenant il doit s'interroger et se poser des questions, mais pour montrer le contraste qu'il y a entre ce qu'il avait cru sur la foi des sondages et de sa campagne et de la percussion d'un certain nombre de ses meetings, plus des thématiques qu'il essayait de pousser et d'imposer dans le débat public sur l'immigration, avec sa vision des choses, mais sur l'immigration, sur la sécurité et d'autres choses comme ça. Il y a un contraste saisissant entre ça et puis à la fin des fins, même lui ne sera pas présent à l'Assemblée nationale. Alors, ajoutons quand même que dans le cas précis, s'il n'est pas présent, c'est qu'il a refusé tout compromis avec... il a toujours été d'une cruauté considérable avec Marine Le Pen. Il a refusé toute forme de compromis et il a eu le retour de bâton, c'est-à-dire qu'elle a cherché à le faire disparaître de la scène politique. Donc vous voyez en Marine Le Pen quelqu'un qui a bien manœuvré pour cette campagne? Bien manœuvré, là vous me posez la question alors que j'évoque la façon dont elle a bien manœuvré pour écarter toute menace du côté de... Elle aura un groupe. Et c'est vrai que... Non mais juste pour dire une dernière chose sur Éric Zemmour et ceux qui l'avaient rallié, qui venaient, spécialement ceux qui venaient de chez Marine Le Pen, ils sont tous battus. En race campagne. En ce sens, de façon interne à ce courant de pensée, à ce courant politique, elle a bien manœuvré. Mais là, c'est quand même extraordinaire. C'est pas elle qui va être à la tête. Elle aura un groupe. Oui, ça, je crois que cette fois, il n'y a pas de discussion possible. Ils seront peut-être plus, j'en sais rien, mais peut-être 30, 40. Bon, c'est nettement plus. Et il n'y a pas de discussion sur ce sera autre chose. Il y aura un groupe parlementaire avec les moyens que donne la Constitution à tout groupe politique parlementaire qui en réunit les conditions. Mais c'est quand même Mélenchon qui va apparaître avec ses troupes, quoi qu'il arrive. Et il va apparaître comme le premier opposant à l'Assemblée. Puis alors, il a la tchatch. Oui. On peut aussi, je voulais juste vous poser la question à propos de Jean-Michel Blanquer, parce que c'est quand même un échec spectaculaire pour quelqu'un qui a été longtemps ministre, longtemps très en vue, on l'a vu partout, on ne peut pas dire que... Le destin de Jean-Michel Blanquer est pour moi un mystère. J'avoue, honnêtement, je comprends tout à fait que vous le citiez. On parlait de lui comme Premier ministre. Alors, on parlait de lui il n'y a pas si longtemps, on va dire... il y a 6-8 mois comme Premier ministre. Ensuite, bon, l'hypothèse semblait s'éloigner, mais le scénario semblait s'éloigner, mais il y avait quand même une évidence. Quelqu'un comme lui, qui avait été si longtemps un ministre de l'Éducation nationale, avec une bonne cote de popularité chez l'ensemble des Français, pas forcément dans le corps enseignant, il pouvait très bien être ministre d'autre chose. Et là, à la fin des fins, il est ministre de rien du tout. Je crois que c'est dans le Loiret, on le fait atterrir dans un département, il fait une campagne en 3 semaines, 1 mois, et il est éliminé dès le premier tour. Alors, c'est quand même, il y a 2 choses là. Il y a le mystère Blanquer. On l'a envoyé au casse-pipe. En tout cas, on n'a pas sauvé du casse-pipe. On n'a pas sauvé le soldat Blanquer. Et il y a le mystère Blanquer. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la Macronie le traite de cette façon-là? J'avoue que je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question. Et puis, il y a autre chose. Il est très frappant qu'une fois qu'on a appris sa défaite, et
tête coupée dès le premier tour, hein, pas de discussion possible. Il y a eu, dans les réseaux sociaux, etc., des ricanements et tout, c'est-à-dire tous ceux que sa défense ardente et un peu intégriste de la laïcité à la française agaçait ou irritait, tout ceux-là prennent leur revanche. Ça montre quand même un changement de climat. Vous avez aujourd'hui, je ne réduis pas l'affaire Blanquer à ça, mais elle est intéressante. Vous avez Blanquer qui s'en va et penaud, sans gloire, pas soutenu. Et de l'autre côté, vous avez une montée chez les mélenchonistes, des communautaristes décomplexés qui disent il faut changer de registre. Oui, alors lorsqu'ils seront, entre guillemets, à l'Assemblée nationale, puisqu'on ne connaît pas encore le résultat, évidemment, mais ça promet quand même de beaux moments d'agitation dans cette Assemblée qui, pendant les dernières années, ne s'est pas vraiment distinguée par un travail intense. Oui, ça promet, les projecteurs vont être braqués sur l'Assemblée nationale. Vous savez, d'abord pour une raison, au moment où nous parlons, hein, on ne sait pas du tout s'il y aura une majorité absolue. La seule majorité absolue qui pourrait éventuellement surgir encore, c'est au profit d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. C'est encore possible, on verra. Il faudrait que des électeurs qui sont abstenus viennent massivement voter là et tout. Mais ce n'est pas du tout certain. Sinon, s'il n'y a pas de majorité absolue, et si un écart, si même elle s'est un peu éloignée, etc., vous allez avoir des problèmes. Je ne veux pas dire que ce sera la 4e République, mais il va falloir, ce ne sera plus Jupiter. Il va falloir négocier. Ça va renforcer le MoDem, les Républicains. Ça va renforcer, et dans les rangs de l'opposition, ceux qui sont aussi ardents quand ils seront dans l'Assemblée. Non, on rentre on s'approche d'une nouvelle donne et d'un nouveau paysage. Alors, je veux être prudent, puisqu'on a déjà été sidéré. Enfin, j'ai déjà dit que j'avais été sidéré par le résultat du premier tour. Je ne vais pas être catégorique sur ce qui va se passer, mais n'écartons pas l'hypothèse qu'on est dans une nouvelle ère, on bascule dans une qui l'eût cru, dans une nouvelle ère de la Ve République, non pas exactement la 4e, mais pas non plus une cohabitation. Quand il y avait une cohabitation, c'est parce qu'il y avait un camp qui sortait en force des élections et qui imposait ce qu'on a connu déjà par 2 fois, avec Chirac par exemple, et Giscard aussi d'ailleurs. Là, c'est pas ça. Il va y avoir une redistribution des cartes au profit de l'Assemblée et des parlementaires, mais dans des conditions qui pourraient quand même créer une grande confusion. Et en tout cas, Emmanuel Macron, président légitime et réélu, devra modifier son comportement devant cette donne-là, parce qu'il ne pourra plus être Jupiter. Il avait déjà dit, lorsqu'il a été élu... Il faudra qu'il le fasse. Oui, il n'a rien fait, peut-être qu'il le fera plus tard. Alors donc, et que va-t-il se passer en ce qui concerne l'attitude du président, et plutôt de ses partisans, pour le second tour, c'est-à-dire lorsqu'ils sont dans des situations où l'électeur devra choisir, où il y aura... est-ce qu'ils vont donner des consignes de vote contre le... Alors, voilà. À peine le premier tour était-il joué, les résultats étaient-ils connus, que voilà, dès le lendemain matin, ce lundi matin... Circonscription par circonscription. Il y a eu du flottement dans l'air. Elisabeth Borne, la première ministre, a commencé à dire ni NUPES, comme on dit, enfin Mélenchon et ses affidés. Ni Mélenchon. Ni Marine Le Pen. Marine Le Pen, oui, c'est elle dont il s'agit. Et puis, ça a grincé dans une partie de l'aile gauche de la Macronie. Pas chez tous, mais dans une partie de l'aile gauche de la Macronie. Comment on met sur le même plan parce que dans cette NUPES étrange, cet objet politique inidentifié, vous avez des socialistes bon teint qui ont... Alors, est-ce qu'ils y vont pour avoir des sièges, pour être renouvelés? Enfin, chacun peut avoir son avis là-dessus, mais c'est difficile de les présenter comme des islamo-gauchistes de première. Oui. Donc, c'est compliqué. Alors,
le dernier état de la situation, je ne pense pas qu'il y en aura un troisième, c'est de dire pas de voix pour l'extrême droite, pas de voix pour Marine Le Pen. Et on crée, semble-t-il, il faudra voir l'évolution dans les 2-3 jours qui viennent, mais on crée un peu un petit flou sur l'attitude qu'on aurait dans d'autres cas en disant au cas par cas, au cas par cas. Ouais, mais rien que cette formule, chez Jupiter, c'est pas lui qui l'a dit, j'entends bien, mais dans le monde de Jupiter, montre qu'on change un peu d'époque et que on avance à tâtons parce qu'on ne s'attendait pas à l'obus qui est arrivé. Mais d'un certain côté, c'est absurde parce qu'il vaut mieux attaquer son adversaire le plus puissant que le plus faible. Donc attaquer NUPES plutôt que Marine Le Pen, parce qu'elle ait 30 députés ou 40, ça ne changera rien pour elle. Bernard, je vous rejoins tout à fait. C'est quand même, comment dit-on là, brusquement, vous voyez, c'est NUPES. Oui. Les amis, la coalition mélenchoniste qui est quand même la cible numéro 1. Mais qui a posé le problème sans attendre ? C'est Mélenchon lui-même et ses amis qui sont très habiles, décidément. C'est pour ça qu'il faudrait des politiques en face, pour que le débat ait lieu. Puis après, les Français choisissent comme ils l'entendent. C'est lui qui a posé le problème. Il dit « Ah, mais vous nous attaquez ?» Mais quand il va y avoir... c'est pas très nombreux. Il y a des cas où, compte tenu de l'ampleur de l'abstention, il y a beaucoup de cas où il n'y aura que 2 candidats au second tour. C'est la large majorité des cas. Et alors, un mélenchoniste contre un Rassemblement national, qu'est-ce que vous faites ? Embarras dans les rangs. Embarras dans les rangs. Alors on dit choisir au cas par cas, c'est pas forcément idiot. Il faut voir quel est le profil des uns et des autres. Mais dites donc, il y a 3 mois, ou même il y a 2 mois, dans le camp Macron, on ne s'attendait pas à se trouver devant une situation comme celle-là, où on avançait sans se découvrir trop. On va voir. C'est ce qui se profile est quand même très imprévisible et montre que la politique en France réserve toujours des surprises. Ça, c'est le cas de le dire. Juste une dernière question, parce qu'il nous reste qu'une minute. S'il vous plaît, Dominique. Est-ce que cette guerre en Ukraine a joué un rôle, à votre avis, dans la réflexion des Français ? Oui. De quelle façon, j'en sais rien. En tout cas, elle est présente dans les têtes. Et puis, donc, ça compte. C'est un contexte géopolitique qui n'échappe à personne. Ça angoisse les Français, pas seulement les Français, tous les Européens. Mais ça ne les a pas décidés à aller voter. C'est ça le paradoxe. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les réponses qu'il fallait. Mais ce qui les angoisse, c'est les conséquences. Alors, les angoisses, enfin, c'est les conséquences de la guerre entre Russes et Ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il pouvait y avoir des conséquences en termes d'inflation, en termes de prix, en termes de matières premières. Ils savent déjà qu'en termes de pétrole, ça monte. Donc, c'est un monde dans lequel les promesses crédibles et heureuses qui avaient encore lieu il y a 6 mois n'ont plus cours. Merci beaucoup, Dominique, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour faire le bilan du deuxième tour des élections. Nouvelle surprise. Dans quel sens ? Merci beaucoup, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.